Donc j'avais effectivement mis Pythéas, l'homme de l'ombre, mais aussi l'homme des ombres, et vous comprendrez pourquoi. Alors je me suis intéressée à Pythéas à travers les marées, puisque c'est le premier qui a vraiment compris les marées. Alors, il était de Marseille, bon, c'est une très modeste célébrité, puisqu'il a une toute petite rue derrière le port, il y a un ou deux restaurants, et puis il a 3 statues qui sont des statues du 19e siècle. Parce que Pythéas était totalement oublié des Marseillais, on l'a redécouvert à partir du 19e siècle. Il a aussi un petit monument à l'Observatoire de Marseille. Alors c'était il y a plus de 2300 ans, en Méditerranée donc, et la Méditerranée était séparée en deux. Au nord c'était les villes et les pays qui étaient qui étaient en relation, on va dire, avec les Grecs. Et puis au sud, c'était les Phéniciens. Vous savez, Phéniciens, Hannibal, ça vous rappelle peut-être des souvenirs de classe. Alors de cette époque-là, de Marseille, du Marseille ancien, du Marseille grec, il reste quelques vestiges archéologiques qui ont été découverts, je crois que c'était dans les années 70, et qui pour la plupart ont été, il y a eu des fouilles de sauvegarde et puis on a bâti dessus, alors qu'on avait quelque chose de magnifique. On aurait pu faire un peu l'équivalent de ce qu'on a à Rome, mais en portuaire. On avait toutes les installations portuaires qui ont plus ou moins disparu maintenant. On va faire un tout petit rappel de la science grecque, qui a été une très grande science, qui a dominé l'Antiquité. Et donc Pythéas, Pythéas est là. Donc Pythéas, il a été précédé par de grands mathématiciens et astronomes, parce que c'était très souvent lié. Thalès, on connaît tous évidemment le théorème de Thalès. Anaximandre qui est moins connu. Et puis Pythagore, le théorème de Pythagore, ça rappelle quelques souvenirs. Et puis, avant lui, il y a aussi Aristarque de Samos, qui a été un très grand astronome. Et après lui, mais inspiré par lui, on le sait, il y a eu Ératosthène, très très grand astronome, et puis aussi Hipparque. Donc il se situe entre les deux, donc je répète, 300 ans avant notre ère. Dans le contexte politique, Marseille était une petite ville, 30-40 000 habitants, et il y avait un système de gouvernement qui n'était pas ce qu'il y a de plus démocratique, bien qu'elle ait été admirée par Strabon, dont je vous parlerai abondamment après. C'était une oligarchie qui était dominée par les commerçants et les armateurs, puisque la richesse de Marseille, ça a été peut-être pas la ville la plus riche, mais elle était sur le podium olympique. Donc il y avait ce qu'on appelait les Timouks, donc qui était une assemblée. Ils étaient 600 conseillers qui se cooptaient les uns les autres. Et puis quand il y en avait un qui était coopté, après ça suivait, les fils, les petits-fils, voilà. Donc il fallait être un homme, père de famille, habiter Marseille depuis au moins 3 générations. Oui. Et ces 600 élisaient 15 membres qui réglaient les affaires courantes, qui eux-mêmes élisaient 3 membres qui faisaient partie de la présidente, puis il y avait le grand chef qui était tout au-dessus. Alors pourquoi la richesse de Marseille ? Parce que c'était une position très stratégique avec le couloir rhodanien, donc qui permettait d'aller facilement vers le nord. Et arrivaient à Marseille des richesses comme l'ambre, qui venait de la Baltique, l'étain, qui venait des îles britanniques, le blé aussi, puisque les Gaulois cultivaient le blé, et puis on exportait ce qui manquait vers le nord, et dans les terres, le vin, et puis le sel. Bon, ici, nous, on a eu des industries à sel qui permettaient d'alimenter l'intérieur des terres, mais c'était à l'époque gauloise. Et puis ils fabriquaient, et c'était très, très recherché, des amphores et des céramiques, parce que dans la région de Marseille, il y a énormément d'argile, donc ils avaient la matière première sur place. Alors pourquoi voyager ? Il y avait 2 motivations principales, c'était rechercher où était l'étain, l'ambre, et puis une autre motivation secondaire qui était d'avoir de l'or, parce qu'il n'y avait pas d'or à Marseille. Donc la route de l'étain, on l'extrait de roches granitiques, et ça servait, on en avait beaucoup besoin en Méditerranée pour faire le bronze.
puisque le bronze, c'est du cuivre plus de l'étain. Et il avait besoin de bronze pour des statues d'abord, et puis différents objets. Alors, de l'étain, il n'y en avait pas dans la région de Marseille, et ça venait... alors, on en avait en Bretagne, hein, on en avait notamment du côté de Cernan, hein, donc c'est la pointe de Bretagne, mais l'essentiel de l'étain venait des îles britanniques, et notamment de la Cornouaille. Donc ça, on reparlera avec son voyage. Donc il y avait plusieurs routes de l'étain supposées, et en fait, l'étain, quand il venait en Méditerranée, et, sauf chez les Phéniciens qui, eux, naviguaient en Atlantique, mais ça venait par route terrestre. Et ça traversait pas mal de régions gauloises, et à chaque passage, évidemment, chacun faisait payer, on va dire, un péage, quoi. Hein. Donc ça revenait très cher, l'étain. Donc les Grecs s'étaient dit, les Grecs de Marseille, si on peut nous-mêmes aller le chercher, on fera des économies ou on fera plus de bénéfices. Donc ça a été la première principale, à mon avis, préoccupation. La deuxième, c'était la route de l'ambre. L'ambre. Alors il y en avait un petit peu dans la région de Marseille d'ailleurs, mais il y en avait très très peu. Il y en avait à différents endroits en France, notamment en Charente, et puis du côté du Maine-et-Loire. On les trouve dans des terrains, on les trouve en France en tout cas, dans les terrains crétacés. Et puis la grande source de l'étain, c'était vers la Russie, notamment Kaliningrad. Actuellement, les Russes, ils ont plus de 90% de l'ambre extrait dans le monde. Et les routes de l'ambre, c'était pareil, hein, ça traversait des pays où à chaque fois qu'il passait une rivière ou qu'il passait, il fallait payer. Hein, c'était des espèces de péages. Alors l'ambre était très recherché, ça valait plus cher que l'or d'ailleurs, pour faire des bijoux. Les Grecs préféraient, les Méditerranéens préféraient des bijoux en ambre que plutôt en or. Donc, aller chercher la route de l'étain et de l'ambre, ça a été les deux principales préoccupations. Et la troisième, parce qu'il y avait une lacune, il n'y avait pas d'or. Et l'or en Méditerranée, il y en avait pas mal du côté de l'Égypte, hein, et puis au sud de l'Égypte, hein, la Nubie notamment. Mais c'était égyptien. Jusqu'en 323. Époque de Pythéas. Mais ça, on en reparlera un petit peu. Donc, pourquoi lancer une expédition ? Pour localiser les régions d'où provenaient ce qui faisait défaut aux Marseillais, puis trouver des routes maritimes pour pouvoir se passer des Gaulois, des intermédiaires, on va dire. Donc, voilà une vision du monde à l'époque, hein. La Méditerranée. Alors c'était un peu comme une assiette, hein, bien sûr. On savait que la Terre était ronde, enfin en tout cas les scientifiques le savaient, mais on raisonnait comme si la Terre était plate quand même. Ça rappelle quelque chose quand même. Voilà, donc il y a eu partant de Marseille, il y a eu un marin, enfin on ne sait pas trop ce qu'il était d'ailleurs, qui avait été chargé d'explorer le sud pour trouver la route pour arriver en Égypte, parce qu'on disait qu'il y avait un fleuve qui partait du bord de l'Assiette et qui allait jusqu'en Méditerranée. Bon, alors il a été jusqu'au Sénégal, il a vu qu'il y avait des crocodiles, il a dit c'est peut-être là, puis il est vite remonté, quoi. Pythéas, lui, il a été très très loin. Et donc Pythéas, lui, qui avait pour mission de trouver l'étain, de trouver l'ambre, et puis de trouver aussi, parce qu'on disait qu'il y avait un fleuve qui partait du bord de l'Assiette et qui arrivait jusqu'en mer Noire. Donc il avait aussi comme mission de trouver ce fleuve. Alors pourquoi ? Donc il y avait, pour monter une expédition, il fallait une motivation. Bon, voilà, c'était de pouvoir ramener les richesses sans intermédiaire. Il fallait avoir un bon bateau. Bon, les chantiers navals de Marseille étaient très réputés. Il fallait profiter d'un bon créneau, parce qu'en fait, pour pouvoir aller en Atlantique, il y avait les Phéniciens qui tenaient le détroit de Gibraltar. Puis personne ne passait, aucun Grec. Et il se trouve qu'à cette époque-là, donc il y a vraiment eu une convergence de facteurs favorables, les Phéniciens avaient eu pas mal de défaites navales et leur flotte, ils en avaient pratiquement plus. Donc ils se sont dit, on va pouvoir passer, on risque moins. Et qui à Marseille, il fallait avoir un bon capitaine, ça il y en avait plein, hein. Il fallait un bon équipage, mais il fallait savoir se repérer sur les mers inconnues. Et ça, il n'y en avait qu'un, et c'était Pythéas.
et ça a été l'homme de la situation. Alors c'est un mathématicien et astronome, donc on savait avec ceux qui avaient précédé que la Terre était ronde, que la Terre tournait aussi penchée, ça on le savait. Et Pythéas, lui, était un mathématicien, un astronome, et il a inventé la notion de latitude. Et la première latitude qui a été mesurée, c'est Pythéas, et il a été le seul d'ailleurs pendant quelques centaines d'années à faire ça. Et donc il a inventé la notion de latitude. Bon, vous savez, la latitude c'est quoi? C'est les parallèles que vous avez sur les globes, et la latitude de Marseille c'est 43 degrés, à peu près. Alors comment on fait pour trouver la latitude? D'abord, il faut trouver le sud ou le nord, de manière très exacte. Alors si vous regardez la course du soleil au cours de n'importe quel jour, vous allez voir le soleil se lever vers l'est, monter jusqu'à midi, et quand il est exactement au sud, c'est ce qu'on appelle midi, et c'est là où il est le plus haut. Et puis ensuite, de manière symétrique, il va redescendre pour se coucher. Donc c'est une histoire d'ombre. Le matin, si vous avez un bâtiment, vous allez voir l'ombre d'un côté du bâtiment. À midi, il n'y a presque plus d'ombre parce que le soleil est assez haut. Et puis de l'autre côté, l'ombre va être de l'autre côté du bâtiment, c'est-à-dire ici, sur mon dessin, vers l'est. Alors comment trouver une méridienne? Bon, c'est très très simple, on peut le faire facilement avec des enfants. Vous mettez un bâton bien vertical, vous tracez un cercle par terre, le sol bien horizontal, il y a quand même des conditions. Vous regardez lorsque l'ombre va recouper l'ombre du bâton, ce qu'on appelle un gnomon, recoupe le cercle, et puis vous attendez, et puis l'après-midi, il va recouper le cercle à un autre endroit. Donc vous avez 2 points, vous joignez ces 2 points, vous coupez cette droite en 2, et vous tirez une droite qui va du bas du bâton jusqu'à ce point. Et là, vous avez une ligne sud-nord parfaite. Parfaite. Donc ça, c'était facile à faire. Et bien sûr, après, vous avez l'est et l'ouest. Pythéas s'était aussi rendu compte qu'en observant, quand on observait les levées et couchers du soleil, on disposait d'un calendrier. Quand on dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, non, il se couche vers l'est et il se lève vers l'est et se couche vers l'ouest. Et en fonction des saisons, il se coupe plus ou moins vers le nord, plus ou moins vers le sud. Et si vous notez l'endroit où se couche le soleil, ça correspond à un jour donné. Enfin, 2 parce qu'il y a l'aller-retour. Et donc vous pouvez avoir un calendrier. Donc ça, il le savait aussi. Et donc la course du soleil qui varie en fonction des saisons. Donc là, je vous ai mis j'ai fait pour Marseille. Et donc voilà, lui, il a passé sa vie à faire ça. Donc pour lui, c'était un jeu d'enfant. Et puis observer. Alors on peut faire avec les levées du soleil, les couchers du soleil, mais on peut aussi faire avec l'ombre à midi. Et il a travaillé, c'est pour ça d'où le nom l'homme de l'ombre, l'homme des ombres, parce qu'il a passé sa vie à étudier les ombres. Donc vous plantez le bâton et puis tous les jours vous regardez où est le soleil. Et là, vous allez, jour après jour, vous allez voir que l'ombre se déplace et à chaque jour correspond une place très précise de l'ombre. Donc on peut avoir aussi la date avec l'ombre sur cette droite, sur cette méridienne. Et puis, mesurer les ombres, c'est aussi calculer l'inclinaison de la Terre. Alors ça avait été fait avant lui. On savait que la déclinaison, c'est-à-dire la hauteur, c'est l'angle qu'il y a entre le soleil à l'équateur, les jours des équinoxes, et le soleil au solstice. On va prendre pour nous le solstice d'été. Et là, le soleil est à la verticale du tropique du Cancer, qui est à la latitude 23 degrés, 26 minutes et quelques. Et quand vous regardez un globe, si on est mis 23 degrés, 26 minutes, c'est pas forcément pour embêter les élèves, mais ça serait plus simple de dire 20 ou 25, mais non, ça correspond à quelque chose. Et l'astronomie, c'est de la géographie. Et ça, Pythéas, il avait bien compris. Donc, si on prend Marseille, la hauteur du soleil, alors je ne mets pas les minutes, je mets les degrés uniquement. En été, la hauteur du soleil, le soleil est à 70 degrés, donc il est très haut, il est plus haut que chez nous. Au printemps-automne, il est à 47 degrés, et en hiver, il est à 24 degrés. Donc, comment faire pour calculer la latitude? Donc, il avait un grand gnomon. Alors, plus c'était grand, plus c'était précis. Il y en a qui disent que c'était un obélisque. Non, les Grecs n'avaient pas d'obélisque.
les Grecs après de Ptolémée, mais c'était après 323. Donc lui, il a fait probablement avec un grand bâton, un tronc d'arbre, on ne sait pas trop. Hein. En tout cas, quelque chose d'assez haut. Et le jour de l'été, donc il avait, d'ailleurs c'est une usine à gaz, hein. Le bâton qui est là, il avait divisé en 120 divisions, 120 traits on va dire. Hein. Et le jour de l'été, il avait mesuré l'ombre au sol, horizontale, 41,8 divisions. Il a fait la même chose à l'équinoxe de printemps et d'automne, il avait 111 divisions. Mais le temps de Pythéas, c'était avant Pythagore, donc on ne connaissait pas la notion d'angle. Il voyait que c'était plus ou moins haut, mais il n'y avait pas, on n'avait pas comme nous, on dit c'est 70 degrés. Là, je vous traduis évidemment en données modernes. Hein. Donc voilà ce qu'il a observé. À partir de là, c'est une construction mathématique costaud. Hein. Donc, il fallait d'abord planter le gnomon, graduer. Il fallait déterminer la ligne méridienne, le sud, bon, ça c'était facile, et dessiner au sol 120 divisions. Il fallait reporter ces 120 divisions à angle droit et tracer un cercle. Bon, le cercle, il devait faire plusieurs mètres, voire peut-être même plus, hein, de rayon. Donc il fallait qu'il y ait de la place, que ce soit horizontal. Ensuite, à partir du point central du cercle, on joignait une droite. Alors, il dessinait un trait hein, sur le sol pour les deux limites d'ombre. Ensuite, il y avait un angle, mais comme on ne savait pas mesurer les angles, eh bien, il a mesuré ce qu'on appelle la corde, hein, c'était un arc de cercle, hein, et cet arc de cercle, il l'a reporté. Et il est arrivé, et c'était pas tout à fait rond, là, il est arrivé là. Il y a eu 15 reports, hein, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 15, puis là, il restait quelque chose. Alors, ce petit quelque chose, ça correspond à un angle, hein, et il a mesuré, pareil, la corde. Et il l'a reporté sur ce trait initial. Il avait le chiffre, il a reporté 11 fois, et il a compté le nombre de ces petits arcs jusqu'ici. Et il avait 100, il a trouvé 166. Donc il a dit l'angle c'est 11 sur 166. Pour nous, ça nous dit rien, hein, avec nos maths modernes, mais bon, lui il a trouvé ça, donc 11 166e. Si on veut, avec nos maths à nous, on multiplie par 360 et il avait ainsi la déclinaison, l'angle qu'il y avait entre l'été et le printemps-automne. Donc ça lui a donné l'idée de calculer par la même méthode la latitude. Donc il avait retrouvé le calcul de déclinaison, mais il a été au-delà et il a calculé la latitude de Marseille. Donc on pense que ça a été fait du côté du Vieux-Port, parce que c'est là que c'était le plus horizontal, sans doute. Hein. Et la latitude, comme on sait aujourd'hui, est de 43 degrés. Donc en fait, mesurer la hauteur du Soleil le jour des équinoxes, on trouvait 47 degrés, et le complément, en fait, c'est la latitude. Je vous passe un peu les détails parce que c'est compliqué. Il a trouvé que la latitude de Marseille était de 40, alors on traduit en angle, hein, 43 degrés, 17 minutes, 9 secondes. Chiffre tout à fait remarquable, hein, parce qu'au XVIIe siècle, on trouvait 43 degrés, 17 minutes, 50 secondes. Gassendi, qui travaillait avec Cassini, à l'Observatoire de Paris. Les mesures de l'IGN actuellement, c'est 43 degrés, 17 minutes, 44. Vous voyez que trouver avec cette méthode-là, donc nous on a comme projet avec à 3 ou 4, on va faire des sciences participatives, essayer de refaire la méthode et voir, je ne suis pas sûre qu'on soit aussi bon que lui. Hein. Il va falloir trouver comment il faisait, du sable, pas du sable, machin, bon on va essayer de faire avec ce qu'il avait sous la main à l'époque. Hein. Donc ça va être intéressant, voilà. Donc au solstice d'été, le soleil il est beaucoup plus haut. Donc on peut aussi, après une fois qu'il avait compris le système,
Il était capable, en mesurant les ombres, de calculer la latitude, n'importe où, aux équinoxes et aux solstices. Mais comme il a dû passer 30 ans à faire ça, parce qu'il fallait qu'il y ait du soleil. Bon, il loupait une mesure, pourvu que l'année prochaine il n'y ait pas de nuages. Bon, donc je suis persuadée qu'il a passé sa vie à ça. Alors, pour pouvoir le faire, donc il savait calculer, il savait aux équinoxes et aux solstices, et donc pour le faire à n'importe quelle date, il fallait connaître la déclinaison pour chaque jour de l'année. Mais ça, il l'avait, parce qu'avec son bâton, comme il regardait tous les jours, il connaissait la longueur de l'onde tous les jours. Et donc à partir de là, il était capable de mesurer, avec cette méthode, n'importe où, n'importe quand. Et lui, son idée, c'était que, il avait dessiné un peu la Terre, et il s'était dit, ça serait bien d'aller vers le nord. Et son rêve, c'était d'aller vers le nord. Donc avec le correctif journalier, il était capable de mesurer n'importe où. Et il imagine que dans les hautes latitudes, le soleil doit être moins haut qu'à Marseille. Plus on va vers le nord, moins le soleil est haut. Et lui, il voulait aller voir là-bas. Et donc il a dû faire les dessins que je vous mets là, il a dû les faire, parce qu'il savait que la Terre était ronde. Et donc il a vu qu'au pôle, en été, le soleil, on le voyait, on devait le voir, le soleil était assez bas. Et qu'au printemps-automne, le soleil il était à l'horizon, si on allait au pôle. Et puis si c'était en hiver, alors là il n'y avait plus du tout de soleil. Ça il l'a imaginé. Et ça il voulait le voir. C'était le but de sa vie. Donc il pressent qu'il y a des endroits, et s'il pouvait y aller, on ne verra pas du tout le soleil à certaines saisons. Donc je vous mets les dessins modernes maintenant, voilà. Donc effectivement en été, le soleil, si vous regardez la ligne, le pôle est toujours éclairé, et la ligne ici qui est le cercle polaire, il est toujours aussi éclairé. C'est ce qu'on appelle le soleil de minuit, voilà. Donc lui, il avait pressenti qu'il y avait ça. Bon, aux équinoxes, alors là c'est égalité où qu'on soit, il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit, et qu'en hiver, on ne verrait pas du tout le soleil. Donc voilà ça, il savait ça à partir de Marseille, sans bouger, grâce au calcul qu'il avait fait, et grâce ensuite à la projection sur une terre qui était ronde, et ça on savait que la Terre était ronde. Alors il faut aussi se repérer la nuit. Alors il a beaucoup travaillé là-dessus. Alors ça, on le savait depuis longtemps, les marins en Méditerranée, Ulysse, dans son Odyssée, dit que quand il a été libéré, il avait été prisonnier de Circé, il y a eu plein d'histoires, et il lui a dit, pour rentrer chez toi, il faut que tu laisses les ours à ta gauche. Donc voilà, on savait, et ça c'est 700, 800 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Et donc on savait que le ciel tournait autour d'un point fixe, qui est l'étoile polaire. L'étoile polaire, et pour trouver la latitude, c'est très simple. Avec l'étoile polaire, il faut projeter l'étoile et mesurer la hauteur, l'angle entre l'horizon et l'étoile polaire. Le problème, et Pythéas n'a pas eu de chance là, c'est qu'à l'époque du temps de Pythéas, l'étoile polaire n'était pas la même que la nôtre aujourd'hui. Et c'est un mouvement qu'on appelle le mouvement de précession des équinoxes, qui avait été trouvé d'ailleurs après par Hipparque, au millénaire qui précède le début de notre ère. Les anciens, ils avaient tout compris de l'astronomie. Et donc, il y avait une étoile il n'y avait pas d'étoile brillante dans cette région du ciel, l'étoile polaire est là. Et Pythéas avait noté que c'était une région vide d'étoiles. Il avait essayé de trouver une méthode avec un quadrilatère pour essayer de trouver ce point qui n'était matérialisé par aucune étoile brillante. Donc il a travaillé là-dessus, et nous aussi dans les sciences participatives, on a quelques idées là-dessus avec mon petit camarade François et puis Jean-Paul Cornec. Là. Donc on va essayer de regarder ce qu'il pouvait faire et la précision qu'il pouvait avoir. Donc Pythéas savait que mesurer la hauteur de l'étoile polaire, c'est connaître la latitude où l'on est. Et donc pareil avec son cercle, en matérialisant la Terre par un cercle, il s'est dit, au pôle, l'étoile polaire elle doit être à la verticale. J'aimerais bien aller voir aussi ça. Voilà. Donc, comment mesurer la hauteur de l'étoile polaire ? On a quelques idées. Et donc, c'est pour ça qu'on va lancer les sciences participatives. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pour venir jouer avec nous,
On fera à la fois avec l'ombre du soleil et avec l'emplacement de l'étoile polaire. Alors évidemment, nous, ça sera plus facile parce qu'on a une étoile brillante, mais on essaiera de ne pas en tenir compte. Alors, les préparatifs du grand voyage, c'est pas Pythéas qui pouvait se payer un voyage. Hein. Il était pauvre, on dira après. Donc, il y avait ceux qui étaient riches, c'était ceux qui avaient le pouvoir, hein, qui étaient les commerçants et les armateurs. Donc ils étaient prêts à financer un voyage pour pouvoir s'affranchir des Gaulois et de leur raquette, hein, en quelque sorte. Il fallait un équipage, un bon capitaine, un bon équipage. Bon, ça, il y avait ce qu'il fallait à Marseille. Puis il fallait un pilote, et il n'y en avait qu'un, c'était Pythéas, qui a dû dire, moi, je saurais d'abord revenir, parce que quand on va dans des endroits qui sont inconnus, il fallait quand même être sûr de pouvoir revenir. Donc il a dit, moi je pourrais, je vais avec vous. Donc la feuille de route des commanditaires, c'était, trouver la région où il y avait de l'étain, et puis essayer de voir si on pouvait en ramener par bateau, trouver l'ambre, et puis trouver cette fameuse route qui permettait d'aller directement à la mer Noire. Bon, ça, c'était un peu mission impossible. Le rêve de Pythéas, lui, c'était de vérifier ses théories et de conforter ses calculs. Donc, il y avait d'un côté la logique économique et de l'autre côté la logique scientifique. Alors, quel bateau? On n'en sait rien. Donc, il y en a qui ont dit que c'était des bateaux de guerre. Non, parce que ça, ces bateaux de guerre, il faut que ça aille vite. Mais autant vous dire qu'en Atlantique, ça aurait pas tenu longtemps, quoi. Donc on connaît quelques bateaux qu'il y avait à Marseille. Là, c'est un musée à Marseille. Bon, on a retrouvé des restes d'épaves aussi dans la vase. Bon, on ne sait pas. Et les Marseillais qui ont travaillé là-dessus ont proposé un bateau, bon, qui ressemble un petit peu au bateau gaulois d'ailleurs. Mais à mon avis, il est pas bon pour la Méditerranée. Enfin, il est bon peut-être pour la Méditerranée, mais pas forcément pour l'Atlantique, la Manche, voire d'autres mers où il a été, parce qu'il n'est pas assez relevé vers l'avant. Hein. Là, l'arrière, il est là. Hein. Voilà. Et donc, il fallait que ce soit, à mon avis, plus relevé. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, c'était pas un bateau de course. Et comme les bateaux, c'était des bateaux à voile, mais ces bateaux, autant vous dire que sans quilles, ça peut à peu près avancer vent arrière, grand largue, puis des vents de travers terminés. Hein. Donc il y avait des rames, il fallait qu'il y ait des rameurs. Et donc ils naviguaient plus souvent à la rame qu'à la voile. Il fallait que les conditions soient bonnes. Hein. Donc on a des bateaux des bateaux gaulois. Bon, il y en avait qui étaient donc très relevés vers l'avant, hein, pour pouvoir résister. Bon, ils étaient souvent à deux mâts. Alors, mais on ne saura jamais quel bateau il a pris. En tout cas, il a été construit à Marseille, ça c'est à peu près certain. Alors, un ou deux bateaux. La logique financière dit un bateau, c'est moins cher. Mais la logique sécuritaire, deux bateaux. Bon, si vous regardez, Christophe Colomb, ils sont partis à 3, Magellan à 5 bateaux, et la Pérouse, lui, qui est jamais revenu, ils étaient partis à 2 bateaux. Bon, je pense qu'il y en avait plutôt 2. La préparation matérielle, avant de partir, il faut remplir le bateau, hein, de ce qu'on va pouvoir troquer un petit peu, hein, pour quand on aura besoin de renseignements. Hein. On achètera avec une amphore, que diront les Gaulois, avec une amphore de vin. Donc là, ça délie un peu les langues. Et puis il fallait qu'ils amènent eux pour leur voyage, hein, parce qu'ils aimaient bien le vin méditerranéen et ils étaient habitués au vin, à l'huile et aux olives. Donc, voilà. Et puis après le reste, ils allaient pêcher. Puis quand ils faisaient escale, ils pouvaient aller chasser. Donc c'était une cargaison importante. Il devait être plein le bateau quand il est parti. Pythéas, lui, c'était son matériel scientifique, ses documents, parce qu'évidemment toute la déclinaison qu'il avait trouvée à Marseille, ça allait pouvoir lui servir pour calculer l'attitude là où il allait aller. Donc il fallait un gnomon, des cordes, du bois, de la grille, etc. Puis de quoi écrire, pour prendre des notes, et protéger de l'humidité. Ça, c'était le gros problème. Donc comment faire? Bon, on peut imaginer que ce qui était un peu précieux, les papyrus, hein, étaient mis dans des amphores qui étaient bien bouchés, hein, parce que sur un bateau, c'est quand même un peu humide. Hein. La préparation humaine, donc les marins, eux, pas de problème de métier, ils savaient faire. Pythéas, lui, c'est un scientifique. Il n'avait jamais dû mettre le pied sur un bateau, ou alors du genre escartefigue, et passait son temps à mesurer les ombres. Hein.
Donc il y a eu certainement la nécessité de vérifier ses capacités à survivre au mal de mer. Hein, parce que si c'était pour qu'il reste à fond de cale tout le voyage qui allait peut-être durer des années, il fallait être sûr qu'il tienne le coup. Et donc il y a eu un test de navigation préalable, et je suggère qu'il a été fait en allant en direction de ici Cyrène, parce que le seul écrit qu'on a sur Pythéas où il parle de la Méditerranée, c'est dans les îles éoliennes. Dans les îles éoliennes, c'est le Stromboli, hein, entre autres. Et donc, Pythéas a noté qu'il y avait, il est passé, ils ont peut-être mouillé d'ailleurs, hein, du côté de Stromboli, et que, alors il raconte une légende qu'on lui a racontée, en disant que c'était là qu'était le dieu de Héphaïstos, le dieu des enfers. Et Pythéas a noté que la mer était en ébullition. Alors, ébullition, je pense que c'est une mauvaise traduction, elle bouillonnait. Et effectivement, alors je suis tombée là, par hasard, il y a l'année dernière, sur un article de Géo, il y a des trucs assez intéressants, et donc où on raconte que justement, du côté des Stromboli, enfin dans les îles, dans toutes les îles éoliennes, il y avait des émanations d'hydrogène sulfureux, chaudes, et les bateaux qui voulaient caréner, ils mouillaient là. Donc il y avait l'H2S qui tuait toutes les bestioles qui étaient sur la coque. Donc c'était un carénage à la Marseillaise, hein, pas trop, ou à la Corse, pas trop fatigant, quoi. Et donc voilà, c'est un phénomène qui perdure encore maintenant, quoi. Alors comment connaît-on le grand voyage? Indirectement. Alors, il a écrit un livre qui s'appelait De l'océan, qui a été perdu, que nous n'avons plus, mais dont on connaît quelques passages par ce qu'on appelle les citateurs. Et alors en vert, c'est ceux qui ont, de manière honnête, transcrit ce que disait Pythéas, et en rouge, c'est les méchants, qui n'arrêtaient pas de taper sur Strabon. Je vous en montrerai quelques exemples. Alors évidemment, le livre qu'il a écrit, il l'a écrit en un exemplaire. Bon. Et après, quand on voulait avoir son livre, on parle de livre, c'est pas de livre, hein, c'était des papyrus, hein, qui faisaient 3-4 mètres de long, puis il y en avait comme ça plusieurs. Donc il fallait, si vous vouliez avoir le texte, il fallait le recopier. Donc Pythéas a confié ses écrits à quelqu'un qui l'a recopié, puis qui l'a passé à d'autres, etc. Donc ce qui fait que dans les citations, ça c'est le coup, vous savez, quand on joue, on dit un message, on est 30, celui qui arrive le 30e, le message, c'est pas du tout celui qui a été émis. Donc ce qui fait qu'il y a des risques d'erreur possibles. Donc lorsqu'on transcrivait, il y a aussi des risques d'erreur lorsque l'on traduisait. Donc ça a été écrit en grec, puis en latin. De latin, ça a été, alors ce sont les Arabes qui ont transcrit du latin en arabe, et c'est revenu en France après, enfin en Europe, avec les croisades, et ça a été retraduit de l'arabe au latin. Puis après du latin au français, anglais, etc. Donc autant vous dire qu'il doit y avoir pas mal d'erreurs. Il y a aussi des lacunes, parce que on n'a que quelques passages, on a 34 passages, mais des passages de quelques lignes. Hein. Donc avec ça, faut essayer de comprendre ce qu'il a fait, quoi. Puis des incertitudes, par exemple, quelle était la valeur du stade? Le stade, c'était le maître, notre maître de l'époque, si vous voulez, parce que en fonction d'où vous étiez, où vous habitiez, et en fonction de l'époque, c'était pas les mêmes stades. Donc, moi je pense que le stade, Pythéas utilisait le stade d'Hérodote. Ensuite, Ératosthène, c'était, vous voyez, différent. Puis alors les Romains, c'était encore complètement différent. Donc, quand ça a été traduit de grec en latin, est-ce que c'était les valeurs, est-ce qu'ils ont gardé les valeurs d'origine, ou est-ce qu'ils ont traduit les valeurs qu'ils utilisaient à l'époque? Impossible de savoir. Hein. Alors, le voyage. Là, maintenant, ça y est, on est parti. Vous avez le contexte, il est parti. Donc évidemment, en partant de Marseille, pour pouvoir aller en Atlantique, il n'y avait pas 36 routes, il fallait franchir le détroit de Gibraltar, assez facile parce que les Phéniciens n'étaient plus là. Les Phéniciens, donc c'est les Carthaginois, eux, ils naviguaient en Atlantique, il n'y avait qu'eux. Personne n'avait le droit de passer Gibraltar, ils se gardaient pour eux les trucs. Donc on a quelques passages qui sont antérieurs à Pythéas, où ils écrivent justement, ils disent qu'ils allaient chercher l'étain
dans les îles britanniques. Et vous voyez qu'aller chercher de Carthage à la pointe de l'Angleterre, hein, c'est-à-dire ici la Cornouaille, c'était une navigation aller-retour qui durait 4 mois quand même. Mais dans un bateau, on peut quand même charger, quoi. Alors l'étain, la densité, c'est très lourd. Hein. L'étain, c'était sous forme de... il faisait fondre l'étain, hein, c'était comme des briques. Et la densité, c'est 8. Hein, 8. Donc un mètre cube, c'est 8 tonnes d'étain prêt à fondre, prêt à être utilisé, mélangé avec le cuivre. Hein. Donc il a franchi le détroit de Gibraltar. Et puis il a été en direction... Bon, il a fait du cabotage, hein. Il a suivi la côte, il a été en direction du cap Saint-Vincent, et là on sait beaucoup de choses par Pythéas, Strabon. Alors Strabon, il avait Pythéas dans le nez. Hein. Donc à chaque fois qu'il parle de Pythéas, ce menteur, ce machin, parce que il a pas cru ce que disait Pythéas. Hein. Donc à chaque fois vous aurez ce menteur, si vous regardez ne serait-ce que la dernière phrase, en disant bon, on ne peut pas se fier à Pythéas. Et pourtant, tout ce qu'il a vu, c'était bien réel. Alors pourquoi Strabon a eu Pythéas dans le nez et pourquoi il tapait dessus à chaque fois parce que Pythéas a dit des choses que qui étaient contraires aux théories de Strabon. En fait, c'est ça. Donc on y reviendra un peu plus tard. Donc ensuite, on a toujours Strabon. Bon voilà. Alors lui, Strabon, il met les mines d'étain. La fourniture d'étain ici. Il y en a un petit peu, mais il y en a effectivement un tout petit peu, mais très peu. Donc en fait, Strabon en plus, il a tout mélangé, quoi. Les îles donc cassitérites dont parle Strabon, ce qu'il décrit en fait, on en a fait un géographe. Il a jamais voyagé, hein, Strabon, mais il lisait les bouquins des autres. Puis quand ça lui plaisait pas, voilà. Et donc lui, il plaçait, mais vous allez voir, sa géographie était un peu spéciale quand même. Donc bref, Pythéas passe la Galice, et puis il va faire évidemment, il va longer la côte. Hein, il y en a qui ont dit qu'il a été directement à la pointe de Bretagne. Non, il ne savait pas où il allait. Il avait intérêt à suivre la côte, hein, surtout avec des bateaux qui ne remontaient pas le vent et qui pouvaient être emportés à des endroits où on n'aurait peut-être pas trop voulu. Donc toujours d'après Strabon, donc Pythéas est passé par la Loire, un endroit, un port qu'on appelait Corbillo. Alors on ne sait pas où c'est. Il y en a qui disent c'est en Bretagne, c'était peut-être Pénestin, c'était peut-être Saint-Nazaire, on ne sait pas trop. Mais à chaque fois, là, j'ai mis en gras ce qu'il dit sur Pythéas, quoi. Donc c'est pas très intéressant Strabon parce que bon, il tape dessus, c'est tout. Hein. Pareil, les Vénètes, Pythéas disait que la Bretagne, notre Bretagne à nous, hein, pas la Bretagne, la Grande-Bretagne, c'était une pointe, et non, pour Strabon, la côte était plate. D'Espagne jusqu'en Belgique, c'était une côte qui était linéaire. Donc, je vous montrerai la carte d'ailleurs, la carte de Strabon. Là c'est l'Espagne, et puis là c'est la Belgique, voilà. Donc c'est pas possible qu'il y ait une pointe, la Bretagne fasse une pointe. Alors il arrive à Ouessant, et Ouessant c'était le point obligé, et c'était un point où les bateaux pouvaient faire escale sans risquer, parce que on sait bien, hein, toutes les îles veulent être un peu indépendantes. Hein. Quand on habite une île, regardez l'île Grande et Pleumeur. Hein. Voilà, les îles Grandet, c'est pas les Pleumeurois. Et donc, donc ils étaient très autonomes. Il y avait énormément d'habitants à Ouessant du temps des Grecs, et des Grecs, puis encore plus des Romains d'ailleurs. Et donc, c'était un endroit où on pouvait faire escale, on pouvait ravitailler en eau, on était bien accueillis, bon, moyennant finance, évidemment. Et donc, il y est passé certainement, il a certainement fait escale. Il n'allait pas faire escale en Gaule. Qu'est-ce que vous venez faire? On vient espionner, on vient savoir, parce qu'on veut vous contourner. Donc ils ont certainement fui, les Gaulois, enfin les Celtes de Gaule, hein, ça c'est à peu près certain. Ils étaient en mission d'espionnage, hein, faut bien dire ce qu'il y a. Hein. Donc, il a été, je pense, cap au nord. Et c'est là qu'il a, alors ce qu'on appelle les îles Cassitérides, dans l'Antiquité, mais il n'y a pas d'île. L'étain, on ne le trouve pas du tout au Scilly. C'est vraiment
à la pointe de la Cornouaille. Hein. Donc pourquoi il y a eu le nom île, je ne sais pas. Mauvaise transcription sans doute. Hein. Donc voilà où on trouve c'est là où vous avez du granit, hein, donc voilà les points roses. La cassitérite, donc qui va donner l'étain quand on fait fondre et c'est ces petits grains noirs, voilà. Alors Pythéas a vu l'endroit, il y a été, hein, mais là c'était plus les Gaulois, c'était plus les Celtes de Gaule, alors ils pouvaient accoster, quoi, parce que il n'y avait pas la concurrence avec nos Gaulois à nous. Et donc le grand port d'embarquement de l'étain, c'est ici à Saint-Michael-Mante. Voilà, c'est le mont Saint-Michel des Anglais, voilà, enfin, des Cornouaillais, voilà, des Cornouaillais. Voilà, donc ça a été décrit par Diodore de Sicile, hein, et en fait, qui a repris, ça on le sait en étudiant les textes, hein, qui a repris les textes de Timée de Tauromenion, qui lui-même reprenait Pythéas. Donc là, c'est vraiment ce qu'a vu Pythéas, et c'est dit de manière très, très honnête, quoi. Il n'y a plus les insultes et les injures que balance Strabon. Hein. Donc il l'a vu, il a vu comment ça se passait, et de là, à partir de là, on a des certitudes sur les points de passage. On sait qu'il est passé là où vous avez les points rouges, parce qu'on a des descriptions précises. Et on a aussi des incertitudes sur d'autres points de passage. Et ça sera à la fin. A-t-il été en Islande, aux Féroé et en Scandinavie? Donc moi, comme il n'y a pas de certitude, je vais vous faire une proposition qui me semble, j'ai essayé de me mettre dans la peau de Pythéas. Et me dire, il avait un cahier des charges à respecter, parce que dans le bateau, il y avait représentants de ceux qui payaient, hein, certainement. Donc il fallait qu'il cherche d'autres points de l'étain. Et donc on sait qu'il a fait le tour de l'Angleterre. Alors moi, je le fais partir dans ce sens-là. Vous verrez pourquoi. Et donc, on a très peu de descriptions, un tout petit peu avec Diodore. Hein. Et donc, on sait qu'il a été et qu'il a très probablement mesuré la latitude de ces 3 points. Alors, il y a Pythéas, il y en a qui disent qu'il est parti à pied. En fait, il y a eu des nouvelles traductions qui ont été reprises, des traductions qui ont été reprises, y compris avec les originaux, hein, enfin des originaux, les plus originaux qu'on pouvait, hein, c'était pas vraiment les originaux, et qu'en fait, il y a eu une mauvaise traduction, donc il y en a qui ont dit il a parcouru l'Angleterre à pied, 40 000 stades. Non, le à pied, donc c'était embadon en grec, et en fait, il fallait lire embaton. Il a dit, le type qui a refait la traduction, il a dit, moi je lis embaton et pas embadon. Ça ne veut pas dire la même chose. En fait, accessible, ça veut dire que dès qu'il voyait qu'il y avait un truc intéressant, il voyait de la fumée, il y a des gens, bon, je vais aller me renseigner, voilà, savoir s'ils n'ont pas un peu d'étain ou autre chose, de l'or. Et donc, il descendait au point qui était accessible. Voilà, c'est ça la nouvelle traduction. Donc il y a beaucoup de choses. Si on reprend, il faudrait reprendre d'ailleurs à mon avis toutes les traductions, et je pense qu'on verrait peut-être un tout petit peu plus clair avec ça. Donc évidemment, Strabon, lui, à chaque fois qu'il pouvait, bon ben voilà, il tapait sur le pauvre Pythéas, parce que Strabon c'est quand même 300 ans après Pythéas. Hein. Donc il a décrit, donc on a une description de Diodore de Sicile, mais on sait qu'il a repris les textes de Pythéas. Hein. Et donc, Pythéas avait estimé, il a dit, ben, l'Angleterre c'est un triangle, qui n'est pas tout à fait isocèle, mais enfin qu'il est un petit peu quand même. Et donc vous avez en rose sur fond noir la traduction des données de Pythéas, mais en kilomètres. Hein. Donc 2950 kilomètres en faisant le tour. Actuellement, moi j'ai calculé sur Google Earth, hein, voilà, 2500. Vous voyez que bon, c'était pas mal hein, quand même. C'est 1,18 fois plus, enfin 18% de plus. L'autre côté, pour aller d'Orcas à ici, le Cantillon, qui est la pointe qui est Douvres, hein, lui il trouvait 2200 km et moi j'ai trouvé 1500.
Donc là, c'est déjà un petit peu moins bon. Puis là, c'est franchement mauvais pour aller en Manche. Hein. Puisque lui, il trouve, enfin si on traduit, hein, ça fait 1100 km, en fait c'est 650. Alors je dis comment? Parce que c'était un gars qui savait calculer, etc. Pourquoi il a fait, bon les autres c'était à peu près bon, pourquoi il a fait quand même une telle erreur? Alors j'ai essayé de réfléchir au truc. Bon, évidemment j'ai été voir un peu les marées quand même, les marées et les courants. Et donc en fait on a ça aussi un peu sur nos côtes d'ailleurs. On a notamment donc du côté de la Cornouaille et puis du côté du Pas-de-Calais, on a le flot qui est beaucoup plus court que le jusant. C'est-à-dire le temps pendant lequel la mer va monter est plus court que le temps pendant lequel elle descend. Et quand le temps est plus court, ça veut dire que les courants sont plus violents. Ça veut dire que quand en faisant le tour dans le sens que j'ai choisi, j'aurais pu prendre l'autre, et c'est pour ça que j'ai choisi ce sens-là, ça permettait d'expliquer que, comme il avait la résultante des courants qui était contraire, parce que quand il n'y avait pas de vent, qu'est-ce qu'il faisait? Il comptait le nombre de coups de rame qui étaient donnés. Donc il savait qu'il avançait de tant de mètres à chaque coup de rame. Bon, ça rappelle un peu Bénure, vous savez, là, dans la galère, voilà. Et donc il y a ça. Et puis autre chose aussi, c'est que, et je vous ai mis ici les statistiques de vent. Alors c'est de vent actuel. Hein, moi on avait au labo on faisait des enregistrements de vent. Donc là il y a 50 ans d'enregistrement de vent. Et il y avait plus de chances qu'il y ait des vents plutôt de secteur ouest et des vents forts. Et s'il avait 15 jours de vent d'ouest un peu fort, comme on a en ce moment, sans que ce soit la tempête, il pouvait ramer, mais bon, ça allait moins vite, quoi. Et donc je pense que c'est ce qui explique la différence, quoi. Alors, si on reprend, alors là, Strabon, là, c'est la grosse artillerie contre Pythéas, parce que Strabon dit que la pointe de Bretagne, qui est devant Calais, hein, donc le Pas-de-Calais, en fait, c'était le Rhin qui était juste en face, le fleuve Rhin, qui était juste en face l'Angleterre. C'est-à-dire que le Rhin, il était là, quoi. Voilà. Bon. Donc, il y a quand même plus de 160 km. Donc, si on reprend la vision de Strabon, voilà. Là, vous voyez peut-être un peu mieux. Alors, il faut que j'essaye de me repérer. Là, vous avez l'Espagne. Là, vous avez la Bretagne, on va dire. Et puis là, c'est le Rhin. Et vous voyez que la vision qu'avait Strabon, donc le grand géographe du changement de millénaire, c'était une Grande-Bretagne très large et pas du tout longue. Alors que Pythéas, lui, il avait mesuré. Et il avait quelque chose qui tenait la route, qui n'était pas exact, mais enfin qui était quand même pas mal. Alors si on regarde aussi les descriptions de Strabon, donc là c'est plus du tout Pythéas, hein, évidemment. Hein. Là quand il dit ça, il disait que les fleuves, le Rhin et le Sequana, c'est la Seine, hein, avaient un cours qui était, à l'embouchure, c'était sud-nord. Pas de Pau, c'est quand même est-ouest, quoi. Voilà. Alors de même que pour les marées, donc là aussi il y a eu une erreur. Les traductions anciennes disaient que Pythéas avait vu au-delà de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire au nord de la Grande-Bretagne, une marée de 8 coudées. Une coudée, c'est qu'à 50 cm, une coudée grecque. Hein. Et donc, ça, c'est la nouvelle traduction. Ça donne 4 mètres. Mais dans les premières traductions, c'était 80 coudées. Et là, 40 mètres, évidemment, c'était pas... Même... les Marseillais ne pouvaient pas croire ça, quoi. Donc voilà, donc pour vous dire qu'il y a des choses qui actuellement ils reprennent, hein, ils essayent de reprendre les traductions, donc on va avoir des choses qui sont un peu plus cohérentes. Alors une grande interrogation, bon, est-ce qu'il a vu l'Irlande? Est-ce qu'il en a fait le tour? On ne sait pas, c'est possible. Curieux comme il était, moi je pense ça a dû le titiller. Peut-être que les commanditaires qui étaient dans le bateau ont dit non, il faut qu'on aille voir l'Ambre aussi. Hein. Donc, bon voilà, je ne l'ai pas mis dans le compteur. Hein. Par contre, là vous avez une île tout en haut, là, Lierney. Ça c'est toujours d'après Strabon, et ça c'est l'Irlande.
L'Irlande, elle est tout au nord. Voilà. Donc je pense que pour qu'il dise ça, c'est que Pythéas avait dû dire qu'elle n'était pas au nord. Quand on commençait à connaître le bonhomme, ça devait être ça. Donc voilà. Alors, a-t-il été dans les îles au nord de l'Angleterre? Probablement. Je pense qu'il a été dans les Orcades, qui sont vraiment, vraiment très très proches. Bon, ça, il a dû aller voir. Là, il partait vers le nord, il n'y avait pas de terre à côté. Moi, je ne pense pas qu'il y ait été. Donc, Pythéas, on revient, il a fait le tour de la Grande-Bretagne. Ben maintenant, il faut qu'il aille voir, trouver l'ambre. Où est l'ambre? Donc, moi, je le fais repartir vers, en restant un petit peu au large des côtes françaises quand même, pour pas trop se faire, enfin des côtes gauloises, pour pas se faire repérer. Et voilà, il ne faisait que du cabotage, hein, et donc il a suivi les côtes, parce qu'il y avait l'ambre et il y avait trouvé l'embouchure du fleuve qui permettait d'aller en mer Noire. Et ça, c'était drôlement important. Donc, comme c'était un gars consciencieux, quand on voit le boulot qu'il faisait pour les latitudes, c'était un gars consciencieux. Donc il a dit, on va faire toutes les côtes. Donc moi je lui fais faire toutes les côtes. Hein. Donc il a, bon évidemment, donc il n'a pas trouvé l'embouchure. Je ne le fais pas aller par là. Il a peut-être été, j'en sais rien. On sait qu'il a été au moins jusque-là, voilà. Et il a vu effectivement l'ambre qu'on trouvait à certaines saisons. Et donc il décrit, donc il l'a vraiment vu. Alors là, Pline, on peut lui faire. Enfin, Pline, c'était un gars sérieux. Hein, donc vraiment, il prenait les textes et il disait pas que c'était un menteur. Et donc il a dit un truc, ça s'invente pas, qu'il a vu que les habitants utilisaient l'ambre comme bois pour le feu. Ils se chauffaient. L'ambre, c'est quoi? C'est de la résine. C'est de la résine fossile qu'on trouve notamment dans le Crétacé. Hein. Il y en a un petit peu en France, mais pas beaucoup. Et donc ça s'invente pas. Il l'a vu. Donc à partir de là, donc il fait le tour, il arrive là, qu'est-ce que je fais? Et là, il a entendu parler des barbares. Les barbares, c'était les habitants locaux. Hein. Il montrait la direction où se couchait, où le soleil se couchait. Et on lui a dit qu'il arrivait que les jours soient très 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 courts. Alors ça, punaise, c'était ce qu'il pensait. Donc là, bon, il a dû trouver un prétexte pour aller vers le nord, hein, pour faire avaler le truc. Et donc il va vers le nord en suivant ce qu'avaient dit les locaux, quoi. Hein. Et puis donc il va vers le nord, donc moi je le fais, je le fais suivre la côte, évidemment, c'était du cabotage. Et puis il a été assez loin, et je pense qu'il a été jusqu'au Lofoten. Et là il a vu des choses qui ne s'inventent pas non plus. Alors les Lofoten, c'est un petit chapelet d'îles, hein, et puis vous avez après les Verstalen, hein, qui est un peu pareil. Et ce sont des petites îles, mais qui sont très très rapprochées et qui forment un peu comme une presqu'île. Voilà. Et là, il faut se remettre dans l'époque, il y a 2300 ans. Le voyage de Pythéas s'est fait dans un contexte climatique qui était complètement différent de ce que nous avons aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'âge du fer en Bretagne, en France, hein, Iron Age. Et donc, il y a eu une très grande glaciation qui a commencé il y a un peu plus de 100 000 ans et qui a terminé il y a à peu près 18 000 ans, pendant laquelle tout le nord de l'Europe, de l'Eurasie, hein, était sous une immense calotte polaire. Donc là, maintenant, on va faire un peu de géologie. Et puis pareil en Amérique et au Groenland. Et c'était la même calotte polaire, hein, parce que les fonds entre le Groenland et l'Amérique et le Canada, c'est moins de 100 mètres. Les fonds entre la Norvège et puis l'Europe, enfin la mer Baltique, actuellement, c'est moins de 100 mètres. Hein. Et donc après la glaciation, il y a eu la déglaciation à partir de 15 000 ans, et le niveau de la mer a remonté. Et on sait que, en tout cas chez nous, qu'à l'époque de l'âge du fer, le niveau de la mer était
4-5 mètres plus bas parce qu'on a eu un refroidissement. Il y a eu un petit refroidissement climatique, bon, qui est encore un peu conjoncturel, mais enfin en tout cas il y a eu un petit refroidissement et au niveau de la mer était plus bas. Ce qui veut dire que lorsque Pythéas a vu à la pointe de Bretagne, l'endroit où on embarquait les thym, là j'ai pris ça sur internet, hein, et donc le niveau des pleines mers c'était ça quoi. Puis la mer elle sortirait beaucoup plus bas, et dans les descriptions qu'il disait, il disait les locaux, enfin les barbares, parce que dès que c'était pas son ethnie, c'était des barbares, ils étalaient les thym et puis ils le vendaient au plus offrant quoi. Et donc c'est vrai que, parce que là à marée haute, actuellement, c'est pas possible. Donc le niveau de la mer était un peu plus bas. Mais surtout ce qu'il y a eu, et ça vaut pour les Lofoten et pour la Scandinavie et la Norvège en particulier, c'est que lorsqu'il y a eu toute cette masse de glace, il y avait 3000 mètres de glace quand même au-dessus de la Norvège, donc évidemment ça fait du poids, et vu que la croûte terrestre flotte, entre guillemets, sur le manteau, eh bien, le poids de la glace, alors c'est, je ne sais pas si vous voyez là, voilà, le poids de la glace fait que petit à petit la croûte s'est enfoncée. Et la croûte, entre le début de la glaciation et la fin de la glaciation, il y a à peu près 15 000 ans, la croûte et la Scandinavie, elle s'est enfoncée d'1 kilomètre. C'est pas de la rigolade, hein, 1 kilomètre. Et puis lorsque la glace a fondu, c'est remonté. Et actuellement, on sait que ça a remonté de 800 mètres déjà, et il y a encore 200 mètres à remonter pour qu'on retrouve le niveau d'avant la glaciation. Donc, et le rebond ne se fait pas à vitesse constante. On sait qu'actuellement, donc la région des Lofoten, donc qui est quelque part par là, je ne vois pas très bien, la région des Lofoten, elle remonte actuellement de 4 à 5 mm par an, ça continue. Donc du temps de Pythéas, les paysages n'étaient pas du tout ce qu'ils sont actuellement. Actuellement, la côte, donc on a, alors je vais vous le mettre sur celle d'après, donc on a une baisse de 4 mètres, ça c'est anecdotique, mais le niveau du temps de Pythéas, qui était, mettons que la mer était là, ça a remonté probablement d'une 50aine de mètres. Et donc le paysage des îles était complètement différent. Et surtout, les îles, il y avait pas mal d'eau douce probablement, comme maintenant d'ailleurs un peu dans les Lofoten, hein, où les courants, le courant atlantique et le prétendu Gulf Stream, parce qu'il passe quand même beaucoup plus au large, mais en tout cas, les courants n'étaient pas les mêmes. Donc, alors comment on sait que ça a remonté? Tout simplement, alors là j'ai pris au hasard, j'ai été sur Google Earth, et vous voyez ici des niveaux de galets. Et ça va faire une centaine de mètres. Et donc des niveaux de galets qui montrent un niveau que la mer, au fur et à mesure que la mer, on va dire, avec un niveau qui était à peu près stable, hein, au fur et à mesure que la glace fondait, que ça pesait moins lourd, les galets qui étaient au niveau de la mer, un siècle après, ils n'étaient plus dans la mer. Et ainsi de suite. Donc on a une succession de niveaux de galets. Il arrive qu'on puisse faire des datations parce qu'on va retrouver par exemple des bouts de bois. Quand on va creuser les niveaux de galets qui ne bougent plus depuis des millénaires, on va retrouver des ossements d'un animal mort et on peut faire des datations. Et donc on est en train, ça fait longtemps qu'ils font ça, pour essayer justement de montrer la vitesse de remontée de la Scandinavie. Donc ce qui veut dire que le paysage était complètement différent, et puis il continue à être différent. Alors, le seul auteur qui parle de la glace, et qui parle de ce pays mythique qu'on a appelé Thulé, c'était Pythéas. Donc bien sûr, Strabon, c'est un menteur, nanani, nanana, bon voilà, vous avez compris. Alors, voilà, parce que Strabon lui disait que, au-delà d'une certaine latitude, qu'il mettait aux environs de, alors ça dépendait, 58, 60, le climat était inhabitable par l'homme. C'était pas possible qu'il y ait des hommes. Ben si, il y en avait. Il y en avait. Et donc, et là, c'est peut-être le point le plus important de son voyage, parce que ce qu'il a décrit, c'est hyper bien décrit. Il a vu ce qu'il a appelé le poumon marin. C'est-à-dire qu'il était
en mer, mais en mer qui n'était pas très agitée. Il n'était pas en pleine mer. Ce qui me fait dire qu'il était au Lofoten, parce que les îles protégeaient évidemment des vagues atlantiques. Hein. Les Lofoten, entre les Lofoten et la côte terrestre hein, de la Norvège, la mer est très calme. Et il a vu ce qu'il a appelé le poumon marin. Alors le poumon marin, c'est ce que Platon, c'est avec ce nom-là que Platon avait appelé les méduses. Alors c'est pas des méduses hein, qu'il a vues. Alors il dit, il faut regarder la description, elle est extraordinaire, je trouve, dans lequel, soi-disant, hein, bien sûr, la terre, la mer, bref, tous les éléments sont tenus en suspension et comme réunis à l'aide d'un lien commun, sans qu'il soit possible à l'homme d'y poser le pied, ni d'y naviguer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le pack. Le pack, c'est-à-dire la glace qui est en formation. Et c'est vrai, vous voyez, ça fait un peu des cercles. Et lui, ça lui a fait penser, il appelait ça le poumon marin. Bon, ça ne s'invente pas, ce truc-là. Donc, et bien évidemment qu'il y a été. Mais pour Strabon, ce n'était pas possible. Hein. Et alors, il a vu des habitants. Donc, c'était habité. Donc ça, c'est très mauvais pour Strabon, parce que ce n'était pas possible qu'il y ait des habitants. Et surtout, il a bien décrit les habitants. Et leur façon de vivre. Et que, ils vivaient, c'était frustre. Hein. Ils n'avaient pas de fruits cultivés. Enfin, ils avaient un peu non, ils avaient quelques fruits, mais ils n'avaient pas domestiqué les animaux, apparemment, d'après ce qu'il a vu. Et puis, ils buvaient avec du miel, une boisson, ça s'appelle l'hydromel. Hein. C'était la grande boisson des Vikings, on le sait. Hein. Donc, il décrit, il dit qu'il y avait des pluies, le manque de soleil, bon, voilà. Et quand on regarde un peu les données archéologiques des îles Lofoten, il y a plein de traces de l'âge du fer, d'habitation de l'âge du fer. Donc voilà, c'était bien habité les Lofoten. Hein. Donc moi je mets Thulé, ce pays, moi je le mets en Scandinavie. Pourquoi? Il y a trois possibilités. Soit c'est l'Islande, soit c'est les Féroé, soit c'est la Scandinavie. Et moi, je l'ai fait aller jusqu'aux Lofoten, où il pouvait avoir l'impression que les Lofoten, c'était des îles. Puisqu'il quittait le continent, il allait vers l'ouest. Bon. Puis, il a dû faire ça parce que pour voir le Pâques, c'est pas au mois de juin. C'est plutôt au mois de... C'est quand la glace se forme. Hein. C'est-à-dire plutôt octobre-novembre. Donc, Pouet-Pouet, à mon avis, dans le bateau, il ne devait pas être très content d'avoir été jusque-là. Hein. Donc pourquoi alors l'Islande? L'Islande, d'abord, vous voyez, pour partir de l'Angleterre, 850 km, sans rencontrer de terre, ils n'allaient pas partir avec ça. Enfin, c'était insensé. Mais surtout, bon, c'est un peu sous le cercle polaire arctique, ça c'est pas très grave. Bon, lui, il a vu une latitude, il a dit qu'il était au-delà du cercle polaire. Donc, venant du sud, c'était un peu plus compliqué. Bon, il aurait vu les phénomènes volcaniques, à mon avis, mais surtout, l'Islande n'a été habitée qu'à partir du 9e siècle après Jésus-Christ. Bon, voilà, terminé. Hein. Et puis, il n'y a pas d'hyménoptère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abeilles, donc pas de miel. Bon, donc, à mon avis, voilà, terminé. Les îles Féroé, c'est très, très en dessous du cercle polaire. Bon, il aurait signalé les oiseaux, et ça n'a été habité qu'à partir du 4e siècle. Bon, voilà, terminé. Donc il reste que la Scandinavie. C'est une hypothèse d'ailleurs qui est de plus en plus maintenant repliée. Mais moi je dis la Scandinavie et les Lofoten. Parce que pour voir le Pâques, il faut qu'on ait une mer qui... C'était pas très gelé, hein. Il faut une mer qui soit calme. Et ça il l'avait qu'à l'abri d'île. Et il n'y a qu'au Lofoten qui peut avoir ça. Donc moi je place le Thulé au Lofoten. Bon, ensuite, quand ils ont vu ça, là, les petits copains sur le bateau, on rentre à la maison. Hein. Puisque là, des Marseillais, hein, quand même. Hein. Bon, des Méditerranéens. Donc, il a relongé la côte, mais comme il savait les latitudes, quand il a été à une certaine, quelque part par là, il a dit, l'Angleterre, maintenant, hop, on peut y aller, et là, on va traverser, parce que je sais que l'Angleterre est en face. Voilà. Donc, il a pu arrêter de faire du cabotage. Et sinon, tout le reste, c'était du cabotage. Donc, voilà. Après, très vite, hop, on descend jusqu'en Bretagne. Et là, 1959. De notre ère. Hein. On fait un bond. L'histoire se passe quelque part du côté de Ploudalmézeau.
Et il y avait un Brestois qui était un capitaine de marine et qui était parti chasser les oiseaux de mer c'est pas bien ça, sur le littoral. Et puis bon, on ne sait pas s'il a tué quelque chose, j'espère que non. Mais bon, comme il avait un petit jardin, il dit je vais ramener des algues, des laminaires. Bon, il prend les laminaires, il les met dans son jardin. Alors les laminaires, hein, vous connaissez, c'est des algues qui poussent au niveau des plus basses mers et puis qui, sous l'eau, jusqu'à peu près une profondeur de 30 mètres, forment des forêts. Et souvent, on en a plein qui s'échouent chez nous parce que bon, bah, soit le rocher a lâché, soit les crampons de l'algue étaient sur un galet, hein, il y a des galets quelquefois au fond de l'eau. Et puis quand l'algue est suffisamment importante, bon, bah, elle allège et puis elle va faire flotter le galet. Donc il y avait quelque chose comme ça. Et là, c'est là que le miracle se produit. Quand il a retourné son jardin, quelques temps après, mais on n'a pas les dates, et il ne se souvenait plus quand il avait été chasser les oiseaux, c'est dommage, qu'il n'ait pas eu la date, parce qu'il a vu quelque chose qui brillait. Il a trouvé une pièce d'or. Une pièce d'or, tout petite, hein, 8 grammes, bon, c'était pas très épaisse, mais surtout, vous avez ici un nom, c'est Kyrénaïon, c'est sirène. C'est là que les Grecs, les Marseillais allaient chercher leur or. C'est-à-dire que quand ils se faisaient payer, ils amenaient de l'étain, machin, ils se faisaient payer en or. C'était le seul moyen d'en avoir. Il n'y en avait pas en Gaule de l'or. Enfin, ils n'avaient pas accès à l'or. Et puis il y a un autre nom, donc, qui est sur l'autre côté, hein, qui est là, qui est Poliantès, et qui était celui qui frappait l'or. Et on sait que Poliantès a frappé l'or. Il avait une licence, hein, et entre 322 et 313 avant Jésus-Christ. Bon, il n'y a pas 36 Grecs qui sont passés à cette époque-là au large de la Bretagne. Donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est Pythéas. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors moi, j'ai cherché dans toutes mes archives les marées, la vitesse du vent, puisque j'ai les vitesses du vent, les secteurs du vent, pour voir les tempêtes qui auraient pu amener ça, mais comme on n'a pas la date, il y a le choix entre plusieurs tempêtes. Parce que ça aurait pu savoir, après avec la date, on aurait pu reconstituer éventuellement le trajet de l'algue, hein, qui, une fois qu'elle est à la surface de l'eau, elle a prise au vent, quoi. Hein. Donc voilà, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi, mais un naufrage. Bon. Donc, est-ce qu'il y a eu des morts? On ne sait pas. Bon, l'hypothèse optimiste que je dis, c'est qu'il faisait escale certainement à Ouessant. Donc peut-être qu'ils avaient 2 bateaux, 3, après on n'en sait rien, et que le capitaine, il n'a pas mis assez de bouts, et puis avec la marée, l'ancre était suspendue au bateau, et puis il est parti comme ça. Ça, c'est l'hypothèse optimiste. L'hypothèse pessimiste, c'est qu'il a fait naufrage avec peut-être des morts. Mais une pièce, elle se balade, parce qu'à un moment, il y avait des archéologues qui avaient dit oui, il était peut-être sur un bateau, puis il y a une pièce qui est tombée. Tiens, tu parles, l'or, il était dans les amphores vides, et puis c'était là qu'était le trésor. Donc voilà, il y a probablement une épave d'un bateau de Pythéas. Voilà, j'en sais pas plus. Mais voilà, on sait que le voyage de Pythéas a bien existé, et que contrairement à ce que certains continuent de dire qu'il y a été à pied, non, il a été en bateau. C'est évident. Donc il a mesuré, et ça Ératosthène le signale, il a mesuré la latitude, donc on pense être Ouessant, hein. Bon, il a une erreur de 25 km. Ce qui est pas mal, parce qu'il n'avait pas son grand gnomon, il devait avoir un petit gnomon portatif, c'est pour ça qu'on va essayer de refaire des mesures et voir en fonction de la longueur, etc. Donc s'il y en a que ça amuse, je répète, de venir jouer avec nous, bienvenue. Voilà. Donc ensuite le retour. Bon, s'il y avait un seul bateau, ils sont rentrés à pied. Ou peut-être qu'ils ont pu reconstruire un autre bateau là-bas, mais ils n'avaient plus l'or, hein, pour payer, donc, parce que l'or il était au fond de l'eau. Donc voilà, je pense qu'il y avait 2 bateaux. S'il y avait 2 bateaux, s'il n'y a pas eu de mort, tout le monde dans le même bateau. Bon, il n'y avait plus les amphores de vin et tout ça, hein, ils avaient tout éclusé, je pense. Et donc ils sont revenus. Donc vous voyez, pour revenir de Ouessant, quand même, c'est 4000 km. Alors on pense, moi je fais un vague calcul, qu'ils devaient pouvoir faire en moyenne 50 km par jour. Donc vous voyez que déjà pour rentrer, c'est pas mal.
Alors quel accueil au port? À mon avis, ils ont eu un accueil assez froid, parce que bon, ils revenaient avec un bateau en moins, déjà, bon, et peut-être des morts. Puis surtout, il n'y avait pas de grande nouveauté pour la route de l'Étain. C'est pas faute d'avoir cherché, mais bon, il n'y avait pas ailleurs, c'était à la pointe de Cornouailles, mais ça, ils ne savaient pas. La route maritime de l'Est n'existe pas. Bon. Pas de découverte de nouvelles richesses, et donc la perte probable d'un bateau. Je pense que ça a dû être un peu froid, l'accueil. Par contre, l'apport scientifique, la vérification de toutes ces théories, lui, c'est ce qu'il voulait. Alors lui, il a atteint son but, évidemment. Hein. Description exacte de la géographie de la Grande-Bretagne, découverte de terres inconnues, Tulé, voilà. Une géographie de l'Europe géométriquement rectifiée, c'était plus la ligne droite que Strabon a toute manière a maintenue, puis que la vie était possible au-delà du cercle polaire. Voilà, ça c'était important. Et il avait le pressentiment que d'autres terres devaient exister au-delà. Il aurait bien voulu en faire d'autres voyages, mais bon, il n'en a pas fait d'autres. Pour moi, il n'en a fait qu'un. Alors, entre-temps, quand il est revenu, évidemment, parti en 322, c'est l'époque où l'Égypte est passée sous la coupe des Grecs, des Ptolémées, Ptolémée Ier, 2, 3, 4, 5, jusqu'au dernier pharaon, qui était une pharaone, qui était Cléopâtre. C'était donc la Grèce a dominé, enfin l'Égypte était grecque pendant 300 ans. Donc, ce qui fait que ça rebattait un petit peu les cartes, parce que les Grecs avaient accès maintenant à l'or, déjà. Donc l'or, c'était plus très intéressant. Donc quand il est revenu, après plusieurs années, donc 2, 3, peut-être 4 ans, on ne sait pas, hein, le monde avait changé. Alors, d'où vient l'animosité qu'avait Strabon? Parce que Strabon, vous voyez, c'est 300 ans après Pythéas, c'est qu'il y avait un certain Dicéarque qui était de Messine, donc du côté de la Sicile, hein, et qui, lui, a été presque contemporain de Pythéas, puisque Dicéarque est né en 347. Bon, Pythéas, on ne sait pas quand il est mort, mais bon, on va dire, il est mort après son retour, hein, donc 10 peut-être, quelque chose comme ça. Donc, il a pu entendre parler de Pythéas, et il a pu en entendre parler en mal, parce qu'il n'avait pas réussi la mission qu'on lui avait confiée. Et donc je pense que c'est venu de là. Donc Dicéarque, c'est le premier qui a commencé à taper à taper. Et ça, il a été repris ensuite par un autre qui était Polybe. Et Polybe, c'est lui, Polybe, il vivait entre le 1er et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Et il tapait aussi, hein, bien sûr. Et en fait, il a dit, c'est à peu près cette phrase-là, comment voulez-vous croire un homme qui est notoirement pauvre? Polybe était très riche, hein, voilà, aussi. Alors, de quoi il vivait? En fait, comme beaucoup, je pense, des esprits brillants de cette époque-là, c'était des scientifiques ou des philosophes, en l'occurrence, lui, il était scientifique. Pour vivre, ils n'allaient pas vivre en mesurant son nombre, ça ne rapportait pas d'argent, mais ils étaient très souvent précepteurs des gens riches, des gens qui étaient au pouvoir, parce que le père voulait qu'ils aient une bonne éducation, donc ils devaient être précepteurs des enfants d'un Timouk, hein, où quelquefois ils avaient même des petites écoles, hein, et donc il était nourri, blanchi, chauffé, pas trop à Marseille, il n'y a pas trop besoin, enfin voilà. Donc il était pris en charge, en fait, un peu comme certains de nos grands auteurs étaient payés par des gens riches, hein, voilà. Et ça flattait, quoi. Donc il était pauvre matériellement, ça, il n'avait rien à lui, certainement, mais il était riche intellectuellement. Donc voilà, alors là, c'est pas Strabon, là, à chaque fois qu'il parle de Pythéas, là, mais je n'ai pas tout mis encore, parce qu'une plage, j'aurais pas suivi. Par contre, Strabon, il a été avec les Romains, et alors, Pythéas, c'était un menteur, mais quand il parle de César, il mettait toujours le divin César. Bon, voilà. Donc, les écrits de Pythéas, ils ont été souvent contredits par des détracteurs, voire des diffamateurs, parce que pour moi, Strabon est un diffamateur.
qui continuait de dire que non, les marées ne sont pas dues à la Lune, non, la vie ne peut pas exister, non, la Méditerranée est bien au centre du monde, etc. Lui, il était visionnaire. Hein. Alors, on lui attribue cette phrase-là, je n'ai retrouvé nulle part, donc je l'ai mis quand même, mais je n'ai trouvé nulle part les références exactes, donc voilà, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui ait dit ça. Mais enfin, il le pensait certainement. Hein. Et aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands esprits de l'Antiquité et l'un des plus grands explorateurs, avec ce qu'il a fait. Je pense que vous êtes un peu convaincus. Un des grands admirateurs, c'était Winston Churchill, qui ne faisait que des louanges, évidemment, parce qu'il a proclamé l'existence des îles britanniques. Alors, évidemment, bon, il était content, quoi. Hein, on parlait de son pays. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a été un immense explorateur. Donc il a et son œuvre astronomique lui a valu d'avoir un nom de cratère sur la Lune. Les noms ont été donnés, je crois, en 1935, quelque chose comme ça. Donc il a un cratère là qui est celui que vous voyez là, et puis avec des cratères satellites. Alors vous en avez comme ça pas mal, hein, quand des cratères. Vous avez aussi Thalès. Puis vous avez au-dessus de Thalès, là, Strabon. Ça, moi, je lui retirerai. Hein. Non, il dit que des bêtises. Et puis vous avez aussi un autre, Ératosthène, qui lui, évidemment, le mérite. Alors pour terminer, un petit espoir. J'aime bien terminer sur des notes optimistes. Le livre est perdu. Son livre est perdu, mais il y a espoir peut-être de le retrouver. Parce que quand vous avez eu l'éruption du Vésuve, 79, après Jésus-Christ, où Pline est mort d'ailleurs, hein, il est mort à Stabiès, mais il n'est pas mort il est mort d'une crise cardiaque, quoi, parce que bon, à respirer les gaz, il devait être un peu cardiaque, enfin bref, il est mort. Et donc il y a Pompéi et Herculanum notamment. Et Pompéi, c'était un peu la ville, on va dire bling-bling de l'époque, voilà. La jet set, elle est là. Et puis il y avait Herculanum, où c'était plus les intellectuels qui venaient. Et on a retrouvé énormément de papyrus à Herculanum. Et il y a eu un flash thermique de 500 degrés et qui a tout cramé. Et on a retrouvé dans une villa qu'on appelle la villa des papyrus, on a retrouvé des papyrus, vous voyez, qui étaient sous la forme que vous avez en haut. Alors un papyrus, c'est 30-40 cm de largeur, hein, puis on en fait plusieurs mètres. Bon là, d'après ce que dit l'article, c'est un article encore dans Géo, là, c'est tout récent ça. Hein. Et c'est à la taille d'une barre chocolatée. Là, ça a été réduit, mais maintenant, avec la technique que l'on a, on peut les scanner avec un synchrotron. Alors bon, je ne pourrais pas vous expliquer comment ça marche, mais enfin en tout cas, voilà. Et ça permet de mettre en évidence des écritures sur différentes couches. Et il y a un premier qui a été, ça c'est tout récent, hein, ça a à peine 2 mois, et on peut lire, bien que ce soit complètement cramé, donc vous voyez, on voit le nombre de couches, hein, il y en a un paquet quand même, on peut lire, et ça c'est un texte grec, et qui dit où Platon a été enterré. Donc c'est drôlement intéressant, quoi. Et donc pourquoi n'y aurait-il pas le livre de Pythéas? Il y en a des centaines qui sont un peu dans tous les musées, hein. On en a en France, il y en a au Louvre, à la Bibliothèque nationale, bon, il y en a un petit peu partout. Et donc ceux qui déchiffrent, les techniciens, parce que c'est quand même de la technique, hein. Et puis ceux qui s'intéressent au texte vont essayer de mettre au point une machine qui permettra. Il faut pas les déplacer, ces trucs-là, hein, parce que déjà d'avoir été d'Herculanum à Paris ou à Londres, ça a dû un peu les secouer. Donc d'avoir une machine un peu portative et pour pouvoir essayer de déchiffrer tous les manuscrits. Et il y en a des centaines. Donc moi je me dis peut-être qu'il y a Pythéas, et à ce moment-là, on saura si ce que je vous ai raconté, c'est des bêtises ou pas, quoi. Enfin, en tout cas, je répète bien, ce n'est que des hypothèses, parce que voilà, on ne sait pas. Mais pour moi, c'est l'hypothèse la plus plausible, parce que c'était un gars qui était sérieux, il voulait s'acquitter de sa mission, et puis il voulait en même temps, vérifier ses théories, mais il le faisait de manière. C'était un gars archi sérieux, quoi. Voilà. Donc on ne sait rien de lui, on ne sait pas s'il était marié, quand il est mort, rien du tout. À son retour, il est passé complètement dans l'anonymat.
Il aurait pu être acclamé comme avec tout ce qu'il avait eu, mais pas du tout. Et donc c'est pour ça qu'il n'a été redécouvert qu'au XVIe, XVIIe siècle, et notamment avec les Cassini. Et au XIXe siècle, à force qu'on parle un peu de Pythéas, les scientifiques, là les Marseillais ont fait un effort, ils ont fait des statues, mais il a été volontairement mis dans l'oubli, quoi, parce qu'il avait loupé sa mission, quoi, au vu des commanditaires. Pour moi, il n'a pas loupé, loin de là. Voilà. J'ai peut-être été un peu rapide.